Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 409e rencontre Vlil ce soir avec Gilles Marchand, l'auteur de ce roman, Les promesses orphelines aux éditions Aux Forges de Vulcain, et David Molmans, qui était là il y a quelques jours déjà pour le roman de Gérard Guiche, le fondateur de la maison. Alors, on est ravi de vous revoir tous les deux, notamment Gilles, puisque ça fait déjà un an et demi depuis, je crois, un an et demi peut-être depuis des Soldats désaccordés qui a eu un succès fou ensuite. 3 ans. 3 ans déjà? Ouais. Incroyable. Ok, Il est sorti pour la rentrée littéraire 2022. incroyable. Le temps Mm. passe vite. Bon, et bien voilà, donc on se retrouve et on va parler de Gino, de Roxane et de tant d'autres personnages et de tant d'autres aventures pour ce fabuleux roman. Et comme une fois n'est pas coutume, je vais préparer mon introduction car il faut peut-être commencer par éteindre la lumière ordinaire et laisser le silence et la pièce se remplir d'une autre clarté, celle des rêves d'acier et de carton, des plans tracés sur des tables grasses de suie, des affiches qui promettent des trains plus rapides que le temps, car les promesses orphelines s'ouvrent comme un album d'images où se succèdent les inventions d'un âge, téléphériques qui suspendent les promesses au-dessus du vide, des maquettes d'aérotrains où s'invente la vitesse comme une religion, et des rêves lunaires dessinés à la craie sur le sol d'un chantier. Gino y tient la place du regard. Adolescent des Trente Glorieuses, il porte dans la poche des objets concrets et dans la tête des architectures imaginaires. Il croit aux machines comme on croit à l'avenir, parfois par impulsion, par amour. De l'autre côté, Roxane est son horizon, une apparition au bal, une silhouette qui promet un nom, une profession, comédienne, et un avenir qui chante. Mais l'histoire fait son office. La chute d'un pont, l'effondrement d'un échafaudage, la mort du père, et la grande mécanique des promesses se heurte à la gravité. Lire ce roman, c'est accepter de marcher entre deux langues, la langue du chantier et la langue de l'illusion. C'est entendre sous les répliques du progrès la petite musique intime qui ne veut pas se taire, les promesses faites, oubliées, laissées sans destinataire. Comme chez Rimbaud, il y a ici une confession lumineuse, comme chez Verlaine, une pluie qui transperce les cœurs, comme chez Éluard, une image qui renverse le monde. Alors Gilles Marchand nous propose un paysage moral et esthétique, une géographie du désir où s'alignent les pylônes et les rêves, où les hommes apprennent à tenir parole, malgré la rouille et les accidents. Ce roman, il interroge la foi collective en la technique, la délicatesse des serments privés et la façon dont un amour peut devenir la boussole d'une existence. Alors approchons-le sans précipitation, écoutons la voix de Gino, observons Roxane comme on guette un phare et laissons les promesses nous traverser pour voir lesquelles, malgré tout, restent debout. Bonsoir, David. Gilles Marchand, j'ai failli dire David Marchand, incroyable. Alors j'aimerais savoir après, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Après tous ces merveilleux romans, là où Gilles, tu as l'habitude de te renouveler constamment, de quoi avais-tu envie pour ton prochain roman, pour ce roman-là qui vient d'arriver, et de ce qu'on lit en fin d'ouvrage, qui a déjà pris son essor dès 2018 en allant à un festival littéraire. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour atterrir à ce nouveau roman, à cette nouvelle énergie qui te ressemble peu finalement. Ce roman ne te ressemble par égard à certains moments, mais en même temps, tu arrives à inventer un monde, à inventer un imaginaire extrêmement puissant. Et après cette immense introduction, la parole est enfin à toi, Gilles. D'où viennent les promesses orphelines? Alors, ben, merci d'ailleurs, merci d'abord pour cette très belle et flatteuse introduction. L'origine de ce roman, alors c'est à la fois l'origine de ce roman et ce dont j'avais envie, hein, c'est une double question. L'origine de ce roman, comme tu l'as noté, hein, je l'indique à la fin du livre, dans les remerciements, c'est cette histoire d'aérotrain, qui est le tout début. J'allais à la foire du livre de Brive. Et face à moi, il y avait François-Xavier Delmas. Et quand on prend le train entre Paris et Orléans, quand on va vers Limoges, Vierzon, Brive, Châteauroux, Toulouse, en passant par la gare d'Austerlitz, il y a on longe pendant une dizaine de kilomètres, une grosse dizaine de kilomètres, puisque la voie fait 18 kilomètres, l'ancienne voie de l'aérotrain. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est une espèce d'étrange structure de béton avec 900 piliers
qui est à 7 mètres, un peu plus de 7 mètres du sol. Et je m'étais toujours demandé ce que c'était une espèce bah, d'aqueduc contemporain. Enfin, c'est du béton, quoi, sur 18 kilomètres. Et François-Xavier Delmas me dit, tu sais ce que c'est ça? Et il commence à me raconter en quelques mots l'histoire de l'aérotrain. Il me montre quelques images et à ce moment-là, je suis confronté à des images qui semblent sorties, enfin venues du futur, avec un véhicule qui est ni un train, ni un avion, ou alors une espèce d'avion horizontal, qui file à l'horizontale. Et je me rends compte que c'est quelque chose dont tout le monde a parlé à une époque. C'est un véhicule qui a eu son heure de gloire, disons. Mais assez vite, je passe à autre chose, tout ça reste dans un coin de mon esprit, à part que j'ai la satisfaction à chaque fois que je prends ce chemin-là, de pouvoir dire aux gens qui m'accompagnent, vous savez ce que c'est ça? C'est les vestiges de l'aérotrain. Mais pour le moment, ça en reste là. L'histoire, elle n'est pas encore là. Et, et puis, un jour, je tombe sur une photo de Denis Dailleux. Denis Dailleux, qui est un photographe égyptien, enfin, je fais la version rapide, hein, parce que sinon, rien que sur la première question, je vais durer 1 heure et demie. Je tombe sur une photo de Denis Dailleux, qui est une photo de fête foraine, de fête de village, avec un petit garçon qui tient des ballons de baudruche de toutes les couleurs, et on ne sait pas trop où c'est. C'est une espèce de sol de terre battue, et cette image, pareil, d'une autre manière, me hante. Et à ce moment-là, je sais que j'ai envie d'écrire quelque chose qui a à voir avec la fête populaire, avec les villages, avec les balles, avec peut-être, j'avais cette idée aussi que je n'ai pas exploitée finalement, mais de cirque abandonné. Et donc, je laisse mûrir tout ça et je me dis que peut-être le lien entre les deux, c'est l'époque. Une des grandes époques des balles populaires, les années 60, 70, et je me dis, mais peut-être qu'il y a moyen de mettre les deux ensemble, à la fois cette histoire d'aérotrain et cette histoire de balles populaires. Et j'essaie de voir comment je vais pouvoir faire, en quelque sorte, s'embrasser ces deux thèmes. Et je me rends compte très vite que pour comprendre, pour parler de l'aérotrain, il faut comprendre cette période-là. Disons que le grand moment de l'aérotrain, c'est entre 69 et 74, mettons. Et pour comprendre ces années-là, il faut comprendre ce que c'est que les Trente Glorieuses, il faut comprendre ce que c'est que ce lendemain de Deuxième Guerre mondiale, où on est dans la reconstruction et où on est aussi dans ce moment de conquête spatiale. C'est-à-dire qu'au moment où on construit la voie d'Orléans, il y a Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui vont marcher sur la Lune. Voilà. Je m'arrête là pour la réponse, hein, je peux. Oui, on va peut-être enchaîner directement sur cette période-là, sur ces 30 glorieuses, où clairement c'est un personnage à part entière du roman, où tu traduis avec une force assez impressionnante l'atmosphère de cette époque-là, et notamment avec ces pages de réclame qui sont insérées au fil du roman, comme une sorte de fil rouge qui a son importance. Alors il y a évidemment des pages de réclame plutôt misogynes parfois. Il y a évidemment tout le sel de l'époque, hein, clairement. C'est évident et on se rend compte que même parfois, on ne comprenait pas forcément leur humour, leur ironie. C'est très désuet en fait et c'est très intéressant de les avoir mis comme une sorte de fil rouge, comme une sorte de Madeleine de Proust. Pourquoi justement ce choix-là? Qu'est-ce que t'as donné envie d'insérer véritablement les réclames publicitaires au sein même du livre dans cette époque que sont les Trente Glorieuses? Alors, d'abord, la question de l'humour, j'espère qu'il y avait un peu d'humour, mais je suis pas sûr qu'il y ait toujours pour vous, mesdames, des appareils électroménagers, pour vous, messieurs, des bons petits plats. Quoi qu'il arrive, comme tu le signalais, c'est effectivement une période où le rapport homme-femme était pas forcément elle n'était pas au mieux, quoi, disons. Disons que la question se posait pas énormément. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est de pouvoir. J'avais envie de parler de cette époque-là, et je suis pas un écrivain qui décrit beaucoup les choses. Il y a très peu de descriptions dans mes livres, à la fois de personnages ou de décors. Et j'ai estimé que de mettre des publicités quand on met une réclame de l'époque, d'ailleurs, naturellement, on les lit avec une voix un peu nasillarde et on retrouve un peu la musique de ces réclames-là.
Et je trouve que mettre ces réclames-là, ça ancre tout de suite, on sait à peu près dans quelles années on est. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Et ça me permettait aussi, alors déjà, d'avoir ça, de créer des respirations dans le texte, de créer des pauses et de donner un petit côté film d'époque. Et c'est toujours compliqué quand on écrit sur une période parce que on est toujours tenté un peu par le pastiche, c'est-à-dire de retrouver exactement la langue de l'époque. Et j'avais déjà eu un petit peu cette tentation avec le soldat désaccordé de trouver vraiment une langue des années 20, assez gouailleuse dans ces années-là, tu vois, j'aurais été tenté de faire les dialogues un peu à la Audiard, à la Lautner. Et donc, il fallait vraiment que je fasse attention à ça. Et la publicité me permettait de donner des éléments d'époque et d'ancrer vraiment d'ancrer le texte et puis de dire quelque chose parce que, par exemple, effectivement, de voir où en est le rapport entre les hommes et les femmes dans ces années-là, de se rendre compte que il y a une pub, par exemple, de Total où ils disent, mais venez chez nous parce qu'on a des téléphones. Ça permet de prendre conscience que pour téléphoner, c'était pas si facile. On n'avait pas des téléphones, enfin, évidemment, les téléphones portables n'existaient pas, mais il n'y avait pas des téléphones dans tous les foyers. Et donc, il y avait des publicités pour le tabac. On sait, par exemple, que les femmes aiment les hommes qui fument des Winston. Et donc, tout ça, voilà, ça dit quelque chose de l'époque. Est-ce que tu t'es identifié finalement à Gino? Tu t'es identifié à cette question du rêve aujourd'hui où on a l'impression qu'on ne rêve plus dans tout le texte. Il y a une liste finalement d'inventions, d'innovations qui font rêver. Aujourd'hui, excepté l'intelligence artificielle qui peut faire rêver certains mais qui en inquiète aussi beaucoup, c'est quoi la dernière innovation technologique qui t'a fait rêver? Ah. Alors, la première question, est-ce que je m'identifie à Gino? Moi, je m'identifie toujours à mes personnages. Que ce soit en bien et en mal, moi j'écris à la première personne euh, pour être en empathie totale avec mes personnages. C'est-à-dire que le temps d'écriture, je suis Gino. Enfin, quand je suis sur mon clavier d'ordinateur, que j'écris, Gino, c'est moi. De la même manière que le narrateur qui n'a pas de nom dans Le Soldat désaccordé, c'est moi aussi. À chaque fois, j'écris à la personne pour ça, pour être le plus juste possible. Pour répondre à la question sur la dernière innovation, alors ça c'est mon côté optimiste, c'est peut-être de voir des paquebots qui développent des techniques pour marcher à voile. Enfin, c'est le nouveau type de voile qui va permettre d'économiser des millions de litres de carburant. Alors, c'est pas très glam hein, comme, comme invention, mais c'est la première chose qui me vient parce que on est dans un tel moment compliqué à beaucoup de niveaux géopolitiques, écologiques. Quand il y a des bonnes nouvelles écologiques, enfin, quand il y a des innovations qui vont dans le bon sens, il y a tellement d'innovations qui vont pas dans le bon sens. Tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, et je pense notamment à l'intelligence artificielle créative. Que quand il y a des innovations qui vont dans le bon sens, c'est assez réjouissant. Donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il aurait fallu que je réfléchisse. Je pense que demain, je vais me dire, ah merde, j'aurais dû dire ça. Je vais avoir plein de trucs qui vont me venir. Alors, ce qui est très intéressant dans le roman, c'est que il est question d'amour, bien entendu, mais l'histoire d'amour est en fil rouge, est en filigrane, parce qu'elle vient finalement à la rencontre avec Roxane, elle vient tardivement dans le livre. En tout cas, elle est peut-être à la moitié du livre, approximativement, la véritable rencontre. On peut pas trop en dire non plus, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fascine dans ce gamin? Parce que pendant longtemps, Gino est un gamin dans le roman. Moi, ce gamin, il m'a fasciné parce que c'est véritablement tout l'inconscient qu'a un gosse, tout l'inconscient qu'a un gamin, cette part de rêve qu'il ne matérialise pas toujours, mais qu'on sent poindre parfois. Et je trouve que tu l'as mis sur papier comme rarement. On entend véritablement ce gamin, on le voit, on comprend où il veut aller, il a des rêves, et étrangement, enfin pas étrangement, mais souvent, on lui casse ses rêves, que ce soit dans sa famille, que ce soit, pas forcément dans sa famille d'ailleurs, sa famille est plus mesurée, mais pour le coup, à l'extérieur, on lui casse ses rêves. Est-ce que c'est aussi ce qui t'est arrivé? Est-ce que il y a des phrases dans le roman qui font penser qu'il y a une belle métaphore aussi sur le métier d'écrivain, sur d'arriver peut-être à être publié, d'arriver à être populaire,
d'arriver à mettre des mots sur le papier. Je ne sais pas si j'ai surinterprété, mais en tout cas, il y a peut-être de belles métaphores sur cette question de l'avenir, sur cette question d'avoir réussi sa vie, dont on reparlera juste après. Euh, Gino, oui, comme je disais, je m'identifie. Moi, j'ai toujours eu des rêves. J'ai toujours eu plein de rêves depuis que je suis gamin. Et je pense pas être très original de ce point de vue-là, mais j'ai rêvé d'être musicien, j'ai rêvé d'être footballeur, j'ai rêvé de sortir avec une bassiste, j'ai rêvé parce que je fais de la batterie, j'ai rêvé de vivre de belles histoires d'amour, j'ai rêvé de monter sur scène, j'ai rêvé d'être publié. Et et j'ai réalisé une bonne partie de ces rêves-là. Euh, donc, mais je pense que la vie est faite de frustration. La vie est faite de. Je suis jamais devenu footballeur. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Et j'ai jamais joué au foot en plus. Donc, ça aide pas pour devenir footballeur. Enfin, j'ai joué en foot. Je suis un joueur de terrain vague. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours euh, cru que je pourrais faire de belles choses, quoi. Mais faire des belles choses, c'est chacun, enfin, chacun a des objectifs ou des envies, des désirs différents. Moi, par exemple, mais je pense qu'il faut avoir de l'amplitude dans ses rêves. Et ensuite, si on les réalise ou si on les réalise pas, finalement, est-ce que c'est grave? Pour certaines personnes, c'est grave. Là, moi, j'ai la chance d'avoir déjà vécu 1000 vies en quelque sorte, parce que j'ai j'ai fait de la musique sur scène, je continue à en faire pour accompagner mes textes quand je fais des lectures musicales. Je suis publié, je rencontre mes livres rencontrent un public et moi aussi par la même occasion, je me promène partout dans le pays et à l'étranger pour parler de mes livres. Donc j'ai vraiment une vie bénie et j'en suis conscient. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, enfin c'est une réponse. Tout à l'heure, je parlais du bonheur parce que, évidemment, tout le monde le recherche et il y a une dame qui revient en fil rouge constamment, celle de l'Institut, qui pose la question à certains personnages, à Gino la plupart du temps. Est-ce que vous êtes moyennement heureux, totalement heureux, pas du tout heureux? Et c'est un fil rouge intéressant parce qu'au fil d'une vie, en effet, ça évolue drôlement, même si on se rend compte que les Français sont peu heureux finalement, ou en tout cas pas totalement conquis. Mais ce fil rouge-là, il est intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de d'avoir cette femme-là qui, je ne sais pas si elle est réelle dans le roman ou pas. J'avoue, j'ai hésité. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une personnification? Est-ce que c'est Alors, non, simplement... Voilà, est-ce qu'elle existe vraiment? c'est un personnage réel qui a existé. L'Institut national de l'opinion publique a envoyé des enquêteurs pour, euh, et- pour essayer d'étudier cette idée neuve qui était celle du bonheur. Parce que c'était pas une époque où le bonheur allait de soi. C'est-à-dire chaque citoyen. Et d'ailleurs, ça, tout le monde était hyper emmerdé. Il y a on peut écouter, hein, il y a des archives de l'INA où on entend donc cette dame qui arrive dans un bar. La scène du bar, en fait, je l'ai quasiment pas. Enfin, cette scène-là, je l'ai quasiment pas inventée. Même les réponses sont des vraies réponses. Elle arrive dans le bar et elle demande aux gens diriez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux ou pas très heureux? Et les gens, ils seront là comme ça. Je crois que la première réponse, c'est que, votre dame, écoutez, le bonheur, c'est une question bien politique que vous nous posez là. Il y a une autre personne qui dit le bonheur, mais ça serait-il pas une affaire d'égoïsme, cette histoire? Parce que chaque personne était dans un rôle. Le meunier devait faire de la farine, l'instituteur enseigne, le chef de gare s'occupe, enfin, les chefs de gare, etc. Je ne vais pas faire tous les métiers, mais en tout cas, chacun était dans son rôle. Et cette idée du bonheur, c'était quelque chose de très personnel dont on ne parlait pas publiquement. Et à partir du moment où on était heureux, où le bonheur occupait beaucoup de place, c'était peut-être que on n'était pas complètement dans son rôle de citoyen. Et c'est aussi le début de la société. Enfin, c'est le début des télévisions dans les maisons. C'est le moment où la société est en pleine révolution. Et je pense que qu'un État, enfin qu'un gouvernement ou que des institutions s'intéressent à cette question, je trouve ça assez étonnant et assez chouette finalement.
Et ensuite, pour reprendre ce que tu disais sur la fin, j'en ai fait une espèce d'allégorie parce que évidemment, elle est là au début du livre, elle est là à la fin du livre, et elle n'a pas pu avoir une carrière aussi longue parce que pour sans divulguer l'histoire du livre, il commence en 1956, en gros, et Gino a 10 ans, et il se termine après les années 2000. Donc voilà, j'en ai fait une espèce d'allégorie. Finalement, on ne sait plus si elle n'existe pas, ou si c'est l'espèce d'inconscient de Gino qui vient l'interroger pour savoir, alors, mon petit gars, t'es heureux ou t'es pas heureux? Elle tape toujours à la porte au bon moment, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce qu'elle vient le consoler parfois, parce que on a beau être d'un naturel optimiste, parfois la vie est pas facile, quoi. Et puis il y a à côté de ça une boule à neige. Il y a beaucoup de fils rouges en réalité dans ce roman-là. Il y a beaucoup de fils rouges, des choses qu'on sent qui vont revenir à un moment donné dans le texte. Et évidemment, ça revient quand on s'y attend, pas forcément. Mais cette boule à neige avec ce couple de danseurs à l'intérieur qui aura forcément une vie particulière. Là aussi, est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote derrière cette boule à neige? Est-ce que c'est est-ce que tu es collectionneur de boules à neige? C'est possible, hein, tout est possible. Non, Dieu merci, non. Enfin, Dieu merci. Mais non, non, je suis pas collectionneur de boules à neige, mais peut-être que ce qui m'attire, c'est que c'est quand même un objet assez incroyablement ringard et à la fois terriblement poétique. Et j'aime bien ce qui est à la frontière de la poésie et de la ringardise. Parce que finalement, c'est une drôle d'idée que de mettre un couple de danseurs ou un dauphin ou un monument dans une boule avec de l'eau et de la fausse neige et de secouer, on a l'impression. Et ça, c'est voilà, c'est regarder la vie à travers les yeux d'un enfant. Et si on fait ça devant un enfant, la première fois qu'un enfant voit une boule à neige, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable, enfin d'un peu fou. Et oui, j'ai vu passer un message. Et s'il y a des collectionneurs de boules à neige, pardon, hein, c'est pas, je juge pas les collectionneurs de boules à neige. Je dis juste que moi, j'habite dans un petit appartement parisien et que j'ai pas la place. Voilà. C'est un beau biais. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est celui de la campagne, avec un C majuscule, comme tu l'écris, parce qu'il y a un choc clairement comment dire, d'habitat. Chaque été, Gino retrouve Roxane dans cette maison de vacances. C'est aussi une période où il y a beaucoup d'austérité, et donc les maisons de vacances, les maisons à la campagne sont extrêmement peu chères. Et donc, il va y avoir une mutation aussi assez forte par là-bas. Par rapport à ce sujet-là, cet exode des Trente Glorieuses, justement, comment tu l'expliques? Comment tu l'as imaginé aussi à travers le roman? Est-ce que ça a permis de créer une histoire ou au contraire, c'était le point de départ de ce que tu voulais démontrer ou ce que tu voulais écrire? Non, c'était pas le point de départ. C'était vraiment à partir du moment où je me suis posé cette question des villages dans les années 50, 60 et 70. Ben, je me suis un peu documenté et je me suis rendu compte que, enfin, je savais un petit peu, hein, j'ai fait des études d'histoire et j'ai quelques notions de géographie, donc j'avais eu vent de cet exode rural des années du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais mais finalement, je me suis jamais posé de questions locales, quoi. C'est plus des questions générales. Et, et donc, c'est ça, moi, que je trouvais intéressant d'explorer, c'est comment c'était vécu localement. Et notamment cette phrase qui était une phrase des campagnes, qui n'était pas une phrase des citadins, c'était «Il n'y a que les cons qui sont restés», quoi. C'est-à-dire que c'est l'époque du remembrement. Les campagnes changent, les petites propriétés sont transformées en grandes propriétés. C'est-à-dire que on change non seulement les villages se vident, mais le décor est radicalement transformé dans ces années-là. J'avais envie de voir ce que ça impliquait humainement, socialement, et, et donc voilà, en fait, j'étais un petit peu obligé de parler de ça. C'était pas prémédité, mais voilà, c'était un passage obligé, quoi. Ce qui était prémédité, par contre, c'était sûrement la relation paternelle, puisque Gino a véritablement une fascination pour son père qui travaille sur les chantiers, notamment sur le plus haut téléphérique du monde, le plus haut de la planète, de l'univers, dit-il. Il y a une véritable fascination de cet immigré italien
qui va travailler, qui ne travaille pas dans la même ville que là où habite la famille. Et puis on peut le dire, hein, ça arrive plutôt assez vite dans le roman, ce père, on peut le dire ou pas? Non, non, c'est Oui, je sais pas. non. En fait, je sais pas si on peut le dire ou pas. J'avoue que c'est assez. Parce que ça vient tôt et c'est un acte fondateur quand même. Ouais, je Alors, suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, on va pas en parler, mais il y a un lien paternel extrêmement fort. Et puis, il va y avoir potentiellement aussi des remplacements paternels, un remplaçant paternel qui va arriver. Vous allez voir comment, mais c'est un véritable sujet en l'occurrence. Il y a des étoiles plein les yeux de ce oui, gamin pour son père. Et alors il n'y a ça on pas de peut le chance. dire, c'est que en fait le père il travaille sur le téléphérique de l'aiguille du Mont-Blanc et donc de l'aiguille du Midi. Et donc, étant donné que Gino, jusqu'à ses 10 ans, habite à Paris, le père multiplie les allers-retours, il va sur son chantier, il revient à Paris. Et pour pallier son absence, Gino, son frère et sa mère, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé, mais ils ont une photo de Raymond Coppa. C'est de ça hein, dont tu parles. Voilà. C'est ça dont je parle. Et ils ont une photo de Raymond Coppa qui mettent, donc quand ils mettent le couvert, ils ont les quatre assiettes, et enfin, ils ont les quatre places, et à la place du père, il y a la photo de Raymond Coppa parce qu'il se retrouve, parce que Raymond Coppa, c'est comme le père de Gino a fui le fascisme en Italie, et Raymond Coppa, lui, c'est aussi un immigré polonais qui a réussi. Et donc, c'est une espèce de modèle, quoi. Et puis, leur père l'aurait peut-être rencontré dans un stade en Suisse, pas loin du chantier du téléphérique du Mont Blanc. Et c'est une présence, c'est une espèce d'ami imaginaire. Et une Et sacrée répartie, même passive. oui, oui, bah, c'est l'avantage des amis imaginaires, c'est qu'on leur fait dire un peu ce qu'on a envie de dire. Et puis, pour peu qu'on ait un peu d'imagination, ils sont assez réactifs en général. Eh bien, Mm. et cette figure-là, elle est extrêmement puissante, je trouve, dans la voix d'un enfant. Je trouve elle est à la fois passive, mais tellement active. Et je trouve que là, tu as créé un biais particulier, je pense, pour beaucoup d'auteurs qui vont peut-être utiliser ce filon-là. Donc, méfie-toi. Parce que c'est extrêmement bien trouvé et extrêmement fin. Je ne savais pas que tu n'avais pas joué au foot. Parce que pour connaître Raymond Kopa, quand même, bon, faut quand même un minimum s'intéresser au football, hein, clairement. Mais il y a beaucoup de précision aussi sur cette relation-là qu'ils tissent tous les deux, puisque Raymond Kopa, concrètement, a son mot à dire sur tout. Et c'est un personnage supplémentaire, fictif, mais extrêmement puissant. Euh, Est-ce qu'on parle de Jacques? On peut parler de Jacques forcément, Jacques qui permet à Gino de se transformer finalement, d'être à la fois au début passif et qui, grâce à Jacques, qui est un enfant un peu fragile, un peu peut-être limité, en tout cas exclu d'une certaine société, c'est son seul ami, clairement. Et grâce à Jacques, Gino va pouvoir parler, va pouvoir raconter. Et ça m'intéresse parce que tu es peut-être un des romans les plus brillants pour raconter une histoire, pour imaginer des mondes, pour imaginer des personnages. Qui t'a donné cet amour de raconter, cet amour de la narration? Est-ce qu'il y a eu un déclic comme Jacques? Alors, merci pour le compliment. Cet amour de raconter, je pense que c'est un amour qui vient de ma famille, tout simplement. Mon grand-père racontait beaucoup d'histoires, mon grand-père paternel. Ceux qui ont lu Une bouche sans personne, le personnage du grand-père est très inspiré de mon propre grand-père, qui a eu le même genre de trajectoire de vie, ou en tout cas euh, qui a vécu le. Enfin oui, c'est compliqué. Je ne vais pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas lu. En plus, il vient de ressortir au livre de poche, euh, donc ouais, je vais pas trop en dire. Mais en tout cas, mon grand-père a vécu. C'est un peu son époque, ça. Alors, mon grand-père est mort quand j'avais 8 ans, donc je ne l'ai pas assez connu pour bien le connaître, mais il aurait pu être il aurait pu croiser Gino. Je pense qu'il se serait assez bien entendu. Je pense qu'il aurait vraiment pris sous son aile, ce lapsus, qu'il aurait vraiment pris sous son aile Gino. Et, et je pense que mon grand-père, mon père qui continue à faire du théâtre, et je pense que dans toute une partie de ma famille, on se dit qu'un
une réalité peut être, et pas forcément. Alors, maintenant, je fais gaffe parce qu'avec Trump, on peut plus parler des réalités alternatives, mais en tout cas, qu'une histoire bien racontée, peu importe qu'il y ait deux, trois contours qui restent un petit peu flous, l'important, c'est de bien raconter les histoires. Mais parce que il y a une autre chose à laquelle je crois, c'est que dans notre société où c'est pas si facile de se faire une place, en fonction de notre origine sociale, notamment en fonction de notre culture, en fonction de si on a les codes ou si on les a pas. C'est très facile d'être montré du doigt, c'est très facile d'être à côté de la plaque et c'est très facile d'être ostracisé. Mais quand on sait faire d'un instrument de musique, quand on sait raconter les histoires, quand on sait faire la cuisine, je pense que c'est à peu près pareil. Et peut-être quand on est bon dans une discipline sportive, il y a le même genre de rapport. Eh bien, je pense qu'on peut s'en sortir à peu près partout. Et ça, je pense que ça vient, je pense, peu importe d'être riche ou pauvre, si on sait raconter les histoires ou si on sait faire de la musique, on a toujours quelque chose en plus en nous. Très bien. Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça, mais chaque personnage n'a pas conscience d'avoir offert les meilleurs moments de leur vie. On a l'impression que Gino n'a pas conscience d'avoir offert les meilleurs moments de sa vie à Jacques. C'est pareil pour la vieille Oui, alors tante. Ça se répète constamment et alors, c'est ça qui est ça, très intéressant. ouais, alors ça, c'est très volontaire, par contre. C'est-à-dire que il y a, donc, pour ceux qui l'ont pas lu, tout le récit est à la première personne, mais il y a des inserts, donc il y a des publicités, mais il y a aussi des focus sur des personnages qui sont dans le livre. Parce que j'avais envie qu'on sache des choses que Gino, que le narrateur, ne pouvait pas savoir. Et notamment dans les choses qu'il ne pouvait pas savoir, c'est à quel point il a été important pour d'autres personnages, pour des gens qu'il a croisés. Il y a par exemple, il y a Jacques, il y a le personnage dans La Vieille Tante, on y reviendra peut-être plus tard, qui est vraiment dans le don de soi, qui voit ce gamin et qui se dit, mais il faut le nourrir, cet enfant, il faut le nourrir, il faut lui donner de la matière pour nourrir son esprit, parce que c'est un gourmand de connaissances. Et donc, elle va lui donner des coupures de presse parce qu'il se prend de passion pour la conquête spatiale. Et donc, elle lui envoie des journaux. Elle habite à Paris. À chaque fois qu'elle vient le voir, elle lui amène des livres. Et, et donc, on a l'impression qu'elle est uniquement dans le don. Et à la fin, on se rend compte que, enfin, pas à la fin, mais en cours de lecture, quand on a le focus sur elle, on se rend compte que Gino lui a beaucoup donné par son écoute, par sa présence même, par sa manière de la regarder, par sa manière de lui donner de l'importance à elle, qui n'a pas eu d'enfant. On voit qu'elle a été, enfin, qu'il a été important pour elle. Et c'est pareil pour les autres personnages. Et ça, on le sait jamais si on a, pour qui on est important. Alors moi, j'ai des enfants, j'espère être important pour eux. Enfin, je suis à peu près sûr. Enfin, pour le coup, ça serait quand même bien. Merde. Bon, bref, je veux même pas envisager la possibilité que je ne sois pas important pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas les gens qu'on connaît. Il y a des gens pour qui on a une grande affection, une grande estime, une admiration. Et, et parfois, on se rend compte au détour d'une phrase que on est important également pour eux. Et ça, je trouve que ça fait partie des choses les plus touchantes enfin, les plus émouvantes dans la vie. Et Aurélie parle qu'elle a adoré la vieille tante. Clairement, c'est un personnage extrêmement fort du roman. Parce que, entre guillemets, elle ne fait pas partie de la famille, parce que son surnom est totalement improbable aussi, parce que elle finit peut-être hippie, parce que elle a un rôle extrêmement important aussi par rapport à Gino, parce qu'elle fait rêver elle aussi, et en même temps elle est extrêmement brute, aussi de décoffrage, en tout cas elle à son époque est une sorte de nouvelle féministe, voilà, elle n'a pas peur en tout cas de répondre aux hommes, clairement. Qu'est-ce qui se cache derrière la vieille tante? Comment tu l'as façonnée? Parce que c'est une époque que tu n'as pas connue et c'est ça qui est intéressant. Aussi, c'est une époque non Mm. connue que tu arrives à faire ressurgir à travers ces personnages, sûrement en te documentant fortement, mais en même temps, c'est extrêmement empreint de réalité. Oui, alors, je pense des vieilles tantes comme ça, des personnages euh, libres, parce que c'est ça en fait, sa force à la vieille tante, c'est qu'elle est libre. On a tous connu des gens qui étaient
qui nous, qui nous ont un peu fascinés parce qu'ils donnaient l'impression de se soucier, de pas se soucier du regard des autres, de pas se soucier de ce qu'on allait penser et qui sont dans une découverte perpétuelle. La première personne qui nous a fait écouter tel groupe, la première personne qui nous a parlé de tel réalisateur ou de tel peintre ou sculpteur, etc. Et elle, je pense que elle a décidé de vouer sa vie à ce qui était beau et à ce qui pouvait rendre heureux. Bah, ça renvoie à la question du bonheur de tout à l'heure. Et alors c'est marrant parce que là, en parlant, j'essaie de comprendre comment je l'ai construit, mais il y a beaucoup d'intuition quand on écrit. Je me suis pas dit, je vais l'écrire parce que elle va être comme ça et comme ça. Et c'est au fur et à mesure, elle a évolué. Quand j'ai commencé à la faire, quand elle est apparue, c'était presque par hasard, au détour d'une phrase. Et je me suis dit qu'on pouvait en faire quelque chose de plus intéressant et que c'était chouette en plus de donner la part belle à un personnage féminin fort à une époque où, comme tu le soulevais, et comme on peut le voir dans la publicité de l'époque et dans la presse, dans le cinéma de l'époque, c'est une période de grande misogynie. Moi, j'y ai vu Dominique Lavanant, hein, clairement. Ah oui. C'est impressionnant, j'ai vraiment vu. En fait, tout ce que tu produis, tout ce que tu écris, et plan cinématographique, j'aimerais vraiment que tes romans soient adaptés à un moment donné, parce que tout est extrêmement bien huilé de manière visuelle. On imagine tout de suite des acteurs, des actrices. Alors là, pour le coup, Roxane est comédienne, ça tombe bien, mais je trouve que tu mets sur les mots des véritables images. Je ne sais pas si c'est la poésie, je ne sais pas si c'est quelque chose de comment dire, d'inexistant encore, mais à chaque fois avec des simples mots. Tout à l'heure, tu disais que tu ne faisais pas de longues descriptions, et c'est vrai, et c'est ça qui est aussi très fort, c'est qu'en 2 phrases, on a déjà une image qui vient en tête. Tout ça pour te demander aussi, parce que ce roman-là, il aborde plusieurs thématiques, et c'est aussi celle de la force du collectif. Je trouve qu'il y a un très beau message aussi, quand tu parles notamment de cette conquête spatiale, où on voit Collins, qui n'est pas celui qui va aller qui va poser son pied sur la Lune, qui doit rester à l'écart, et c'est le rôle de Gino. Gino, c'est ça, c'est celui qui reste à l'écart, qui ne veut pas de lumière, mais qui est tout aussi important que les autres. Je trouve que ce roman, s'il y a aussi une thématique extrêmement importante, c'est celle du collectif, de la force de chacun d'entre nous. Oui, et ça, c'est venu très vite. Ça, c'est... Et je pense qu'en fait, enfin, c'est venu d'autant plus vite que c'est quand même présent, je pense, dans la plupart de mes livres, et dans Le Soldat des Accordés. J'avais envie aussi qu'il y ait une vraie part du collectif. Euh, Là, effectivement, l'exemple de Collins que je prends dans le livre, c'est parce que le livre, il s'ouvre un petit peu avec cette image-là où Gino dit très vite qu'il sera jamais celui qui ira marcher sur la Lune, mais que pour que Armstrong et Aldrin posent le pied sur la Lune, il a fallu qu'il y en ait que le troisième, donc Michael Collins, reste en orbite pour pouvoir les récupérer, parce que ils ont envoyé un module qui s'est posé, mais c'est pas la fusée qui s'est posée, hein. C'est pas, on n'est pas chez Tintin, quoi. Et donc, Collins est resté en orbite et surtout, il a vécu un truc, ils doivent pas être nombreux à l'avoir vécu, c'est qu'à un moment, il était la seule personne au monde à ne pas avoir vu sur la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment, il était derrière la Lune. Et alors, imaginez, donc, derrière la Lune, ça veut dire sans aucune connexion avec la Terre pendant, je sais pas combien de temps ça dure, hein, je suis pas spécialiste non plus, mais je pense que c'est le degré de solitude le plus absolu qu'on puisse vivre, c'est au moment où on n'a plus aucun contact avec sa planète et où on est tout seul dans cette espèce de boîte de concert qui tourne autour de la Lune. Et donc, lui, alors il s'est pas sacrifié parce qu'il a fait quand même partie de la mission, il est dans les trois, il n'a pas marché sur la Lune, mais il fait partie un petit peu il a fait le retour en héros. Mais ce que dit Gino au début du livre, c'est il y a eu Collins, mais il y a tous les gens qui ont fait des soudures, tous les gens qui ont coulé du béton, tous les gens qui ont mis du carburant dans la fusée, tous les gens qui ont appuyé sur un bouton avant le décollage. Et, et c'est ça, en fait, le cœur du livre. C'est pour ça que moi, je voulais pas que Gino il devienne ingénieur et devienne une espèce
de pointure dans son milieu et qui participe à ce projet de l'aérotrain, je voulais que finalement, il devienne un ouvrier qui participe à, à- qui participe à tout ça. C'est le spectacle. Pour que le spectacle ait lieu, il y a les gens qui sont sur scène et il y a tous ceux qui sont occupés du décor. Il y a tous ceux qui ont fait les costumes. Il y a tous ceux qui s'occupent de faire l'éclairage. Il y a les deux personnes qui sont à l'entrée pour s'occuper des tickets. Il y a la personne enfin, qui s'occupait des réservations. Enfin, il y a beaucoup Pour chaque personne sur qui il y a la lumière, il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, je suis sûr que, enfin, c'est une évidence que c'est des gens qui ne sont pas assez en lumière et qui ont, enfin, voilà, je sais pas trop comment finir cette phrase, mais je pense qu'on a compris ce que je voulais dire. Le parallèle est parfait pour l'univers du livre, puisqu'on va passer la parole à David Molmans, l'éditeur. Forcément, c'est aussi la question des traducteurs, des correcteurs, de l'éditeur, les invisibles, entre guillemets, dans le monde des médias. C'est pour ça que je les invite à chaque fois, parce qu'au final, ça fait partie, ce roman-là, c'est le roman des invisibles, je dirais. On parlera tout à l'heure de Jules Bourdet, peut-être, mais pour le coup, David, j'aimerais savoir comment tu accueilles à chaque fois chaque nouveau roman de Gilles. Je sais que c'est un auteur très particulier dans cette maison-là. Euh, Comment tu l'as accueilli celui-ci? C'était encore autre chose et en même temps, il y a toujours cette petite voix Gilles Marchand qui tourne dans notre esprit, mais en même temps, c'est un roman qui va totalement ailleurs. Disons que une des grandes qualités de Gilles, et c'est quelque chose, je pense que d'autres auteurs des Forges ont ça, mais c'est une grande qualité, c'est de jamais servir les mêmes plats. C'est-à-dire que chaque auteur a un peu sa propre manière, à sa patte, à sa petite musique, mais c'est important de ne pas faire deux fois le même roman. Et je pense que quand on commence à avoir un certain succès, ce qui est le cas de Gilles, on peut être tenté de refaire la même chose, c'est-à-dire de faire le soldat désaccordé 2. Et en fait, Gilles, c'est pas le genre de personne qui fait ça, plutôt quelqu'un qui veut partir sur autre chose. Et en fait, même s'il y a une esthétique, Gilles Marchand, il y a des fortes variations entre les romans qui vont être sur la narration, sur les sujets, sur... voilà, donc c'est toujours agréable de savoir qu'il y a un nouveau roman qui est en préparation. Après, Gilles me parle généralement assez tôt des textes, c'est-à-dire je sais un peu quelle est la thématique, donc j'ai le temps d'avoir très très peur. Euh, et surtout quand il commence à dire, tu vas voir, ça va être un roman sur l'aérotrain. Alors heureusement, à la fin, je dis quand même que l'aérotrain, ça fait même pas 30 pages sur un roman qui en fait un peu moins de 300. Donc voilà, mais non, non, c'est comme d'habitude très excitant. Ce qu'il faut dire aussi, qui est quand même très agréable, c'est de se rendre compte en fait que euh, une relation entre éditeur et auteur, ça permet aussi autre chose. Alors, je ne sais pas si ça le permet vraiment. C'est plutôt je vais décrire un rêve, c'est que en disant à l'auteur qu'il sera toujours accueilli et qu'on est engagé dans un travail qui va durer des décennies, c'est qu'en fait l'auteur a le temps en fait de à la fois développer sa maîtrise tout en conservant sa sincérité. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense que euh, pour parler des coulisses de l'édition, quand dans l'édition, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, les auteurs se retrouvent à faire le saut de puce de maison d'édition en maison d'édition, ça peut avoir un effet esthétique mauvais sur eux. Il y a des auteurs qui sont complètement indépendants de tout ce qui se passe autour d'eux, donc qu'ils soient publiés à droite, à gauche, ça ne changera rien à ce qu'ils ont envie d'écrire. Mais je pense que la plupart des individus, en fait, on est façonné par les relations qu'on établit avec les autres, les liens qu'on tisse, et que se dire que on est engagé en tant que maison d'édition, dans accompagner un auteur dans la construction d'une œuvre, titre après titre. J'espère que ça les aide, les auteurs, les autrices, à aller un peu plus loin, voilà, Et, esthétiquement. Voilà. et clairement, s'il y a bien un auteur qu'il faut louer pour sa fidélité, c'est Gilles Marchand. Clairement. Oui, et non, alors il faut vraiment louer Gilles parce que c'est
Enfin, voilà, Les Forges, ça reste une maison d'édition indépendante avec des ressources limitées, même si c'est une maison qui, chaque année, progresse, apprend, reste, enfin, est toujours plus combative et voilà, et se renouvelle aussi. Ça reste une fidélité qui est extrêmement appréciable. Euh, qui n'est pas inédite dans l'édition indépendante, mais qui est rare quand même. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Mais cela dit, pour parler en fait on parlait des coulisses et donc des petites mains, ce qui est trompeur aussi, c'est que je pense que souvent les lecteurs, lectrices et parfois les auteurs, parce que les auteurs avant toute chose sont des lecteurs et lectrices, parce qu'ils identifient les grandes maisons comme étant des marques très stables comme des monuments qui seront là encore dans 10 ans, 20 ans, et les maisons d'édition indépendantes peut-être comme quelque chose de plus éphémère, alors qu'en fait, derrière, ce qui est important, c'est pas tant la marque que la personne avec qui on va travailler. Et il y a une stabilité dans l'édition indépendante qui est beaucoup plus grande que dans l'édition de groupe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons de groupe qui sont des très belles marques, mais où en fait les personnes qui font le travail derrière changent tous les 2 ans et crée une certaine instabilité dans la relation entre les auteurs et les éditeurs. Tandis que dans l'édition indépendante, souvent, quand une autrice ou un auteur signe, commence le travail, il est à peu près assuré que 5 ans après, 10 ans après, ce sera toujours la même personne qui sera là. Les éditions Kidam, c'est Pascal Arnaud. Le Sonneur, c'est Valérie et Sandrine. Donc, il y a une stabilité qui est plus grande que dans certaines grandes maisons d'édition, en fait. Cela dit, soyons honnêtes, parfois les grandes maisons d'édition sortent des bons textes, ça leur arrive aussi. Mais je pense que l'édition indépendante française actuellement a trouvé un peu la, la- le moyen de créer une sorte de petite utopie. Voilà. Voilà. Il ne manque plus que maintenant la reconnaissance des médias parisiens. Et ce Oui. sera OK. On... Je précise, attention, que le soldat, enfin, pardon, Les Promesses orphelines, c'est le roman de Gilles qui a eu le plus de presse et en fait, ça continue à tomber très régulièrement. Il y a une sorte, de toute façon, ce qui est assez touchant, et c'est là où le roman Les Promesses orphelines, c'est vraiment un roman très forgesque, c'est que c'est une victoire vraiment par la base, c'est-à-dire c'est le roman des humbles, le roman des invisibles, et la reconnaissance, elle nous vient des simples lecteurs, des simples lectrices, des libraires, et de toute une partie de la presse qui, parfois, le journaliste est rentré dans une librairie, a dit au libraire, est-ce que vous avez entendu parler d'un tel et d'un tel, qui sont des romans assez connus, très médiatisés. Et le libraire dit, oui, mais j'ai lu quelque chose, vous en avez peut-être pas encore entendu parler, mais c'est vraiment génial. Et comme ça, on a beaucoup plus de presse que d'habitude. Donc, la reconnaissance vient. Bon, l'objectif, c'est de faire des bons romans. Le bénéfice de la presse, c'est juste que ça permet de vendre plus de livres, ce qui permet de faire d'autres romans après. C'est tout. Il y a pas de bénéfice en soi à avoir de la presse. Pour la famille, ça fait plaisir. Oui. Voilà. J'aimerais qu'on parle de Jules Bourdet. Alors, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais on va peut-être parler de celle-ci. Jules Bourdet, c'était le concurrent de Gustave Eiffel pour l'exposition universelle au début du siècle dernier. Ça fait aussi partie du charme de ce roman-là. Tous ces hommes et ces femmes qui sont derrière, qui n'ont pas forcément réussi, qui ont été oubliés, qui ont été comme finalement l'aérotrain, qui est, on peut le dire, peut-être l'ancêtre du TGV. L'un a très bien marché, l'autre évidemment beaucoup moins. Je ne vous dis pas comment a fini l'aérotrain. En tout cas, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il n'est pas en libre service. C'est bien dommage, on aurait bien voulu voir ça. Tu nous répondras peut-être, Gilles, si ça faisait partie peut-être de tes rêves une fois l'histoire entendue. Euh, mais on a parlé des invisibles, mais il n'y a pas que les invisibles. Eux, ils étaient visibles à l'époque. Jules Bourdet, il était visible, il était populaire. Pour le coup, sa colonne solaire qu'on aurait aussi voulu voir, peut-être, même si elle était pharaonique et sûrement pas viable. Mais tu parles aussi de ces hommes et ces femmes qui n'ont pas réussi. Ouais, et alors, je pense que c'est le point de départ du livre. Enfin, j'arrête pas de trouver des nouveaux points de départ, mais euh, ce que je vais dire, en tout cas, c'était un des moteurs. Je pense que ce qui m'a fasciné et ce qui m'a rendu belle ou jolie cette histoire d'aérotrain,
c'est que c'est que ça n'a pas marché. C'est que c'est quelque chose, ça n'a pas marché. C'est plus compliqué que ça, mais c'est que c'est quelque chose qui a fasciné le monde entier. Au tout début des années 70, le monde entier a les yeux rivés sur le nord d'Orléans pour regarder cette machine qui va à 430 km/h. Alors, moi, je suis pas très fort en ingénierie, je m'y connais pas énormément en train et toutes ces questions-là, et en voiture et en vitesse, mais 430 km/h, c'est 15 ans d'avance sur le TGV. Et c'est pas complètement l'ancêtre du TGV parce que c'est une technologie différente. C'est un train qui est sur coussin d'air, donc il ne touche pas le sol. Et donc il n'y a pas de frottement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un ingénieur qui s'appelle Jean Bertin, qui est né en 1914 et qui va se battre pendant toute sa vie pour que ce projet existe. Il est dans les classements des plus grands scientifiques du XXe siècle. Et il se bat pendant des années sur ce projet-là, il y croit. Et il faut beaucoup d'énergie hein, pour se battre sur un projet quand on n'a pas tout le monde avec soi. Mais il y croit et ils sont un certain nombre à y croire. Ils se prennent quelques portes dans la gueule, mais ils continuent à se battre. Et un jour, il va monter donc ce prototype qui va fonctionner pendant de 1960 pour faire en gros de 70 à 74, qui va faire des allers-retours comme ça en pulvérisant des records de vitesse. Et le projet marchait, était viable. Georges Pompidou en est fan. Et Georges Pompidou meurt. Une des premières mesures, après avoir signé, il signe un décret pour faire une ligne d'aérotrain entre Cergy et La Défense. Le décret passe au journal officiel. Une des premières mesures de Giscard, c'est d'annuler le décret. Jean Bertin meurt un an plus tard. Quand le décret est annulé, c'est la fin de l'aérotrain. Je pense que tout le monde en a conscience très vite. Bertin fait les pieds et les mains et s'est trouvé des débouchés à l'extérieur, mais dans le monde entier, on se dit si les Français n'en veulent pas, c'est que il y a un loup, quoi. Il y a un truc qui ne doit pas fonctionner dans leur machine, quoi. Et Jean Bertin meurt un an plus tard, à même pas 60 ans, d'une tumeur au cerveau. Et je trouve euh, enfin, que ça raconte beaucoup de choses, de l'engagement, des rêves, de ce qui nous maintient debout et de ce qui fait qu'à un moment, on a l'impression qu'on va pouvoir changer le monde, rentrer dans l'histoire, devenir immortel d'une certaine manière. Et c'est ça qui porte ce genre de personnes. Et le parallèle avec Bourdet, il était tout trouvé. Mais j'aurais pu faire la même chose avec le Minitel et Internet. Et c'est ça que je trouve terriblement beau et injuste. C'est que ces défaites-là, entre guillemets, qui sont pas des vraies défaites, hein, parce que ce sont des choses qui existent, mais que Jules Bourdet, pour ceux qui l'ont en tête, quand on voit des films des reconstitutions du Paris de la fin du siècle dernier ou du début des années 1900, 1910, 1920. C'est l'ancien Trocadéro. Vous voyez, celui qu'on voit, qui a une forme plus ronde, un peu plus baroque que le Trocadéro qui a été reconstruit sur ces bases-là plus tard. Et donc, le gars, à ce moment-là, c'est un peu le roi du monde quand même, parce que c'est l'architecte à la mode. Il construit le Trocadéro et il voit cet ingénieur qui construit des ponts en ferraille et qui fait des trucs pas très beaux. Et il est à peu près sûr de gagner au début, je pense. Enfin, mais en tout cas, il manque pas d'arrogance. Mais finalement, il va perdre. Et en plus, bon, il va mourir quelques années plus tard. Et ce qui restait de lui de plus impressionnant, c'est qu'il avait son grand monument à Paris. Mais même ça, ça a été détruit. Et Jules Bordet, aujourd'hui, il a une rue, je crois, dans le 17e arrondissement, et puis c'est tout, quoi. Et il n'existe plus. Alors, je ne sais pas si c'était un chic type ou pas. Je ne sais pas s'il mérite de rester dans l'histoire. Je ne sais pas si son grand phare, moi j'aime beaucoup la Tour Eiffel, donc si j'avais dû voter, je pense que j'aurais plutôt voté pour la Tour Eiffel, mais je ne sais pas si son grand phare aurait fonctionné. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même vachement d'estime et d'affection, et peut-être ouais, d'affection pour ce type qui a eu ce rêve fou de construire une espèce de, c'est le colosse, enfin la huitième merveille du monde peut-être dans son esprit, quoi. Et que ça s'est pas fait et que il n'existe plus, quoi, ce gars. Et puis, il y a beaucoup d'humour.
dans ce roman, et notamment certains titres de films. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans le soda désaccordé, dans du rififi pour l'oseille, de la schnouf plein les poches, dans Requiem pour un marlou, un funambule dans l'ascenseur et dans deux babouches sans personne. C'est génial. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'œuvre de Gilles, vous avez reconnu tous ces titres de romans qui ont été détournés à travers Oui, extrêmement drôles. je me suis fait une cure de cinoche des années 50, 60, 70 pour essayer d'avoir des images, d'avoir des décors, d'avoir une certaine diction en tête. Et donc, effectivement, au moment de trouver les titres de films, je me suis servi à la fois de la musique de ces titres-là et que j'ai mélangé avec mes propres titres. Film d'ailleurs que Roxane a fait en tant que comédienne. J'avoue que j'ai cherché certains titres au début, j'avais pas forcément fait le rapprochement, notamment avec Alain Delon sur ce film-là. Je me suis demandé si cette actrice n'avait pas réellement existé pendant la lecture. Bref, c'est aussi un roman sur les décisions et surtout euh, aller vers une fille, aller vers un amour perdu, donner la chance à cet amour-là. Je pense que si un jour j'ai un adolescent, je lui donnerai ton livre en premier pour aller voir une fille, pour aller draguer une fille. Je pense que je lui donnerai Les Promesses orphelines. Je vais lire un passage qui m'a fait aussi beaucoup rire. C'est Raymond Coppa qui parle, évidemment, l'image de Raymond Coppa. Je me dis que ta jeune fille là, c'est bien possible qu'elle pense à toi. Mais admets que t'es pas bien malin de pas lui avoir parlé. L'amour, faut le cueillir, ça ne s'attend pas assis dans un fauteuil. C'est comme un match de football. Si tu veux avoir une chance de gagner, il faut jouer, il faut se donner les moyens. Là, t'es rien qu'un petit gars sans crampons qui attend sur le bord du terrain. Alors va falloir t'activer, t'es pas encore éliminé, mais tu peux te qualifier au match retour. Ben voilà, c'est un petit peu ça, le sel humoristique de Gilles. Et justement, on va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait à ton tour. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. 3, 2, 1, il y a pas mal de cœurs. Et c'est bon. Allez, c'est à toi, Gilles, pour le premier. J'ai fait une pause à la reine d'Angleterre, c'était bizarre, On mais... a vu, on a vu. Ouais. C'est dans la caméra. Alors, je dois lire deux extraits, hein, c'est ça? Alors, un seul pour commencer, on fera le deuxième plus tard. Ok. Mais je vais lire le début Parfait. ou, ou pas. Ou alors je lis... Non, je vais lire autre chose. Je vais lire... Pardon. Ouais, je devais préparer. J'avais les questions. Je devais choisir deux passages, mais là, j'ai changé d'avis. Donc, je vais lire... il doit être assez court, hein, c'est ça? Autant que tu veux, Gilles. Tu as carte Ok. blanche. Bah, je vais lire le livre en entier. Ça nous va, hein? Moi, je l'ai lu, Je vais donc lire... non, non, je vais lire... Ok. Un passage avec Jacques, dont on parlait tout à l'heure. Alors, je manque un peu de lumière chez moi, mais c'est pas grave. Le passage avec Jacques. Ok. Je vais mettre mes lunettes, tu ce peux sera plus inventer, hein, facile. invente hein, carrément. Invente. J'invente un passage? Oui, c'est comme dans les bonus DVD, les scènes auxquelles vous avez échappé. C'était une fin d'été orageuse. Le lendemain, les forains allaient repartir par les routes. Quand Jacques est arrivé ce soir-là, j'ai bien vu que ce n'était pas le Jacques que j'avais connu. Il ne m'a pas vu, il ne voyait personne. C'est comme s'il n'était pas là. Je me suis approché de lui, mais il m'a repoussé sans paraître me reconnaître. Je n'ai pas insisté. La musique a continué. Il y avait les cris des enfants, les tirs au stand de carabine, les manèges qui hurlaient, les enfants qui s'amusaient, et lui avait disparu sans que personne n'y prête attention. Son retour a été moins discret. J'ai senti quelque chose de froid me parcourir le corps, une espèce de courant d'air venu d'on ne sait où. Un courant d'air qui a caressé les stands les uns après les autres, glaçant tout le monde sur son passage, sans distinction entre vacanciers et forains. Les conversations se sont arrêtées, la musique a baissé, les rires des enfants se sont taris,
Les barbes à papa se sont figées dans leur sucre comme des nuages de décors d'opéra. Il était revenu, immobile, avec un fusil, le vieux fusil de chasse de son père. Personne ne bougeait. Je crois bien que, à ce moment de la nuit, personne ne comprenait ce qui se passait. Personne n'avait la capacité d'analyser la situation. Mais il y avait une intuition générale, cette certitude qu'un drame arrivait. On n'osait pas l'approcher. On était en présence d'un animal sauvage. Fais pas le con, petit. C'est le gars du stand de tir qui a lancé ça. Calme-toi, Jacques. C'est le policier, tout essoufflé d'avoir couru, qui lui a demandé ça. Jacques a levé son fusil lentement. Il visait tout le monde et personne à la fois, juste pour qu'on ne s'approche pas. Dans ses yeux, le policier avec son air de shérif mal dégrossi, dans ses yeux, la directrice de son ancienne école, dans ses yeux, un vieux gars que je n'avais jamais vu, dans ses yeux, des montagnes de doute, des tonnes de suspicion, dans ses yeux, la foule, dans ses yeux, sa voix bizarre qui n'allait pas avec son corps, dans ses yeux, sa drôle de trogne qu'on n'appréciait pas, qu'on n'avait jamais vraiment pu encaisser, dans ses yeux, la peur qui se lisait dans chaque regard, dans ses yeux, la folie des hommes et puis celle des enfants ou des anciens enfants qui n'avaient pas compris, toujours pas compris qu'on ne grandissait pas tous pareils. Dans ses yeux, des miettes de normalité et des poussières d'excentricité. Dans ses yeux, des normes mal normées, des ordres mal ordonnés. Dans ses yeux, des barbes à papa orphelines, des pommes d'amour perdues, d'amour qui est parti avec un autre, d'amour qui n'a même pas vraiment existé, qui n'a pas été partagé et que ça fait trop mal. Ça pique là au-dessus du cœur, juste ici ou peut-être bien dedans. Dans ses yeux, il y avait tout ça et puis un pistolet ou un revolver. Dans ses yeux, son père alcoolo qui avait la main lourde sur la bouteille et sur la gueule de son fils. L'arme du policier était chargée, tout aussi chargée que la sienne, sauf que sa main, la main qui la tenait, ne tremblait pas. Celle-là, contrairement à la sienne, elle était bien ferme. Et Jacques, on voyait qu'il y avait de la colère qui lui débordait de partout. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé les calme-toi, les on est là, les tout va bien se passer. Ça ne servait à rien. Il n'écoutait pas. Il n'était pas là, il ne me reconnaissait pas. Il tenait en joue le gars qui vendait des barbes à papa et dont la machine continuait à tourner, à envoyer dans le ciel des nuages de coton. Et ça sentait le sucre, et ça sentait le parfum, et ça sentait la fête, et ça sentait la catastrophe. Le gars avait son petit bâtonnet de bois dans la machine avec une masse rose qui s'y accumulait et qui s'envolait. Il bredouillait des excuses, il bredouillait des on ne s'est pas compris. Personne ne savait ce qui s'était passé. Moi, j'avais bien ma petite idée. Ce gars-là, c'était un sale bonhomme, un pas sympa qui dégaine ses petites piques en disant eh, c'est bon, c'est pour plaisanter, on a le droit de rigoler quand même. Sauf que ces plaisanteries, elles tombaient souvent sur Jacques, et que je savais que Jacques, il ne les aimait pas, même qu'il n'achetait plus de barbe à papa alors qu'il adorait ça. Le gars a dû lui faire la réflexion de trop, celle qui fait déborder le vase à colère. Jacques le prenait, le tenait à présent fermement en joue. Il a commencé à respirer plus doucement et c'était pas bon signe, ça, ce n'était pas bon signe du tout. Le flic s'est mis à gueuler plus fort, à lui dire à plat ventre, lâche ton arme. Il lui a dit sommation, il lui a dit dernier avertissement. Et il a tiré. Merci, Gilles. Très belle lecture. Certains demandent si on t'a contacté pour l'édition de livres audio. Pour le coup, tu fais même des lectures musicales sur scène. Donc je pense que tu laisseras ta voix sur tes romans, à mon avis. C'est Laurent Latrella qui lit, qui a lu Le Soldat désaccordé, qui lit ce livre-là, qui est un comédien incroyable. Et moi, j'aime beaucoup lire, mais j'ai un énorme respect pour les comédiens professionnels, enfin, et amateurs hein, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je... Mais, euh, mais en l'occurrence, j'aime bien l'idée que ce soit un comédien professionnel qui lise mes livres. Voilà. Mais effectivement, je fais des lectures musicales et j'en fais une. Enfin, je mets toujours sur mon compte Instagram les endroits où je vais jouer. Et à Paris, il y en a une prévue, je crois, le 29 novembre dans la bibliothèque Charlotte Delbo. Voilà. Très bien. Et Euh, on en fera d'autres après. J'imagine. Si Roxane s'appelle Roxane, c'est aussi en hommage à Cyrano, puisque entre Gino et Roxane, il va y avoir clairement un running gag, mais un running gag amoureux finalement. Pourquoi tu as choisi ça? Est-ce que c'était véritablement ce que Cyrano t'intéresse particulièrement aussi? Est-ce qu'il y a une appétence particulière pour ce personnage-là, pour cette relation avec Christian notamment?
puisque c'est Ouais, j'adore Cyrano, évidemment. C'est une de mes pièces préférées et, et c'est une des plus belles pièces, et une des plus belles histoires d'amour qui existent. Et on parlait de l'importance de raconter des histoires. Et si on demande à Cyrano s'il a été très heureux, assez heureux ou pas très heureux, je pense que c'est un vrai mélange de tout ça parce que il sait qu'il a touché le cœur de Roxane. Et, et c'est quand même une histoire de sacrifice et de... Ouais, enfin, je trouve cette histoire tellement belle que si je peux en parler dans tous mes livres, je le ferai, quoi. Il y a encore des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu et qui n'ont pas, enfin, pas assisté à une représentation de Cyrano, hein. Je pense que le gars, le petit Rostand, il peut en avoir fait qu'une, si c'est celle-là, ça va. Hein. très bien. Gino, d'ailleurs, il est un petit peu, il n'est pas dans il est pas sur la Lune, entre guillemets. Il n'est pas dans la Lune pour l'expression principale. Il dit plutôt, il est plutôt dans les nuages. C'est quoi la différence être dans la Lune et dans les nuages? Qu'est-ce que ça change finalement? Ah, dans les nuages, on est peut-être un peu plus paumé, quoi. Dans la Lune, on a vu sur la Terre. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont partis dans l'espace, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont vu de plus beau, c'est la Terre, quoi. Dans les nuages, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Tout est flouté, tout est vaporeux d'une certaine manière. C'est moins concret, je pense. Être dans la Lune, il y a quelque chose, il y a un petit côté Pierrot ou Petit Prince. Dans les nuages, c'est un petit peu différent, quoi. On est un peu plus largué. Enfin, c'est l'impression que après, je suis jamais allé ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, dans les nuages, j'ai dû y passer, mais c'est l'idée que je m'en fais, hein. C'est l'image, en tout cas, que ça évoque chez moi. Et puis forcément, ce roman, il est très musical. Alors on a toutes les époques, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que vu que chaque année, on va dans cette campagne, chaque année il y a ce bal, chaque année il y a des chansons différentes, il y a des chanteurs. Alors le chanteur c'est le même à chaque fois, mais pour le coup il y a tu as dû peut-être rechercher dans les archives les musiques à l'époque qui étaient en vogue. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement musical. On voit que la musique traverse ta vie, mais traverse aussi tous tes romans. Pour le coup, là, je pense que tu t'es bien éclaté aussi à ressortir toutes ces vieilles références. Bah, c'est vraiment des références, c'est vraiment les miennes, hein, pour le coup. Moi, enfin, j'écoute beaucoup de musique actuelle, hein, mais j'ai grandi en écoutant une musique qui n'était pas de ma génération. Et j'ai grandi en écoutant, enfin, j'ai grandi, je suis devenu adulte en écoutant les Beatles, les Stones, les Kings, toute cette musique des années 60 et 70, Janis Joplin. Et donc, évidemment que là, d'écrire un livre qui se passe à ce moment-là, j'allais pas me priver de ce petit plaisir-là, quoi. Très bien, très bien. Je pose deux questions régulières à chaque auteur qui passe là. La première, c'est celle d'échanger sa place avec un personnage de fiction pendant une journée ou plus, selon tes envies. Qui tu choisirais et est-ce que tu changerais sa destinée? Alors, je changerais sa destinée en partant du... c'est une question très complexe parce que est-ce qu'on change sa destinée en tant comme ou en tant que personnage de fiction? Parce que moi, ce à quoi j'ai pensé en premier, c'est je prendrais bien la place de Roméo, mais juste pour lui dire, attends, elle va se réveiller, quoi. Et crois-moi, enfin, mais je me dirais ça moi, vu que je suis Roméo, du coup, enfin, si je prends sa place, voilà, je me dirais, il faudrait que je prenne sa place tout en sachant qu'elle va se réveiller et de pas tout dramatiser tout de suite parce qu'elle dort et que j'ai l'impression qu'elle est morte. Enfin, après, il a raison de dramatiser parce qu'il croit qu'elle est morte, je le juge pas, mais en tout cas, si c'est moi et je sais, je voudrais être Roméo en sachant qu'elle va se réveiller, juste pour ça, quoi. Voilà. Mais si c'est moi qui ai écrit, je le fais mourir parce que c'est tellement. C'est Bah, c'est romanesque. Roméo et Juliette, bah, c'est ça, je vais pas réécrire Roméo et Juliette, quoi. Enfin, je vais pas changer cette fin-là. Ok. La deuxième question, c'est celle de la bibliothèque, ta bibliothèque qui prend feu Ouais. actuellement et tu ne dois sauver qu'un seul livre. Alors, Quel attends, choisis-tu? eh ben, je choisis celui-là. Euh, C'était une question, en fait, la réponse, elle s'est imposée assez vite parce que c'est
un facsimilé de la prose du transsibérien. Bon, je vais pas tout le déplier parce que de toute façon, ça ne rendra rien comme ça. Mais vous voyez, illustré par Sonia Delaunay. Ah ouais, là, j'ai que la partie. Ouais, bon. Voilà. Je sais pas, si on voit, c'est nul, hein, peut-être comme truc. Enfin, je sais pas, on voit rien, peut-être, je sais pas. On voit pas grand-chose, mais Bon, on on voit pas grand-chose, imagine. mais en tout cas, croyez-moi, c'est super beau. Voilà. Qu'est-ce- Et donc voilà, et la prose du transsibérien, il y a pas beaucoup de livres que j'ai lus plusieurs fois. Bon, et il y a quelques poèmes que j'ai lus beaucoup dans ma vie, et souvent et de manière un peu frénétique parfois. Et la prose du transsibérien en fait partie, et ça en plus, c'est un super bel objet. Je suis toujours attaché au. Tout à l'heure, David parlait de l'importance de l'édition indépendante, et je trouve que les éditeurs indépendants font souvent très attention à l'objet aussi en lui-même. J'ai eu la chance j'ai toujours la chance de travailler avec notamment Zinc Édition, qui est un tout petit éditeur qui fait des livres objets. Voilà, il y a quelques éditeurs comme ça qui font un boulot dingue. Et David, enfin pareil, toutes les couvertures enfin quasiment toutes les couvertures sont signées par Elena Vieillard. Et c'est très, ouais, je trouve qu'il faut pas négliger l'écrin. Voilà, donc c'est la prose du transsibérien de Blaise Cendrars que je choisirais. Très bien, très bien. Est-ce que tu as pensé d'ailleurs à inverser la narration du côté de Roxane? Roxane, finalement, on l'entend pas véritablement penser. Euh, c'est sûrement volontaire, forcément, puisque Gino, c'est quand même le pilier principal de la narration. Mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as eu l'envie de finalement de mettre l'histoire de Roxane dans l'histoire de Gino? Et comment tu la vois finalement, Roxane? Est-ce que c'est une muse? Est-ce que c'est un brouillard? Est-ce que c'est un vent? Concrètement, elle traverse ce roman de manière tellement différente de Gino. Comment tu l'as imaginé? Non, peut-être qu'elle est plus concrète, au contraire, que Gino. Alors, effectivement, pour lui, c'est un peu tout ça. C'est un peu une muse, c'est un peu une présence comme ça qui lui échappe parfois. Mais pour le coup, elle va au bout de ses rêves. Elle est réaliste pour de vrai. Et, et je pense que c'est un personnage complexe qui s'est pris des murs. Euh, et j'avais envie, mais voilà, enfin, c'est un autre sujet. J'aurais pas pu en raconter beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai une vraie idée précise. Je pourrais, à la limite, au cours d'une soirée, je pourrais vous raconter la vie de Roxane telle que je l'imagine. Et c'est une vie qui est faite de vrais baffes, mais comme toutes les actrices de cette génération se sont pris. Et j'avais déjà un peu effleuré la question dans Requiem pour une Apache. Il y a une scène où il y a une vieille actrice qui apparaît et qui ont eu leur heure de gloire, et on laisse jamais passer les mêmes choses aux femmes qu'on laisse passer aux hommes, notamment sur les questions de vieillissement ou d'alcoolisme d'ailleurs. Un homme qui boit, c'est toujours assez cool, et une femme qui boit, c'est lamentable. Euh, et, et donc, et puis une femme qui vieillit pour peu. Alors, si elle est trop vieille, on va lui dire. Si elle prend des fesses, on va lui dire. Si elle se fait refaire le visage, donc on va la critiquer sur son vieillissement. Et si elle fait de la chirurgie, on va la critiquer de la même manière. Et donc, il y a une espèce d'impasse, et j'avais envie que Roxane, elle soit sur ce chemin-là, c'est-à-dire qu'elle a des rêves, elle s'y accroche, et, et elle va pas rencontrer tout le temps les bonnes personnes, mais elle va tourner dans des grands films, et on va la juger constamment. Et j'avais envie on va la juger, on va l'oublier par moments. Elle va avoir ses moments à elle et ses moments durs et seuls. Voilà. Et son point de départ, c'est Gino, pour le Et coup. ouais, 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 c'est Gino. C'est Gino. Il y a aussi une autre thématique, c'est celle de la photographie. Il y a des passages très importants sur la photographie. Je ne sais pas, je crois que c'est la première fois que tu parles de ça dans tes romans, mais à vérifier. Je ne suis pas sûr, mais la mère de Gino est photographe pour carte postale. Va dans les différents villages et photographie certaines choses. Et son deuxième fils, parce qu'il y a un frère à côté, qui est peu présent finalement dans le roman, mais qui a aussi son importance. Le sien va en Algérie aussi sur le conflit, puisqu'on est en plein événement d'Algérie.
Et il y a une phrase qui m'a frappé, c'est celle-ci. La mort est photogénique, mais elle aspire ton âme à chaque cliché. Je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Je ne sais pas d'où elle sort, forcément de ton esprit, mais cette photographie, qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ton rôle d'auteur aussi? Je trouve que c'est très intéressant de l'avoir mis au cœur du roman. Oui, alors la photographie, bon, c'est un vrai truc d'époque aussi, hein. Puis notamment la carte postale, j'avais envie de parler des cartes postales dans ces années-là. Et- mais cette idée que le frère, donc il part, il a pas trop, enfin, il a pas trop le choix, donc, il doit partir pour la guerre d'Algérie. Et finalement, il parle comme photographe, mais ça, j'avais envie peut-être, et peut-être inconsciemment, je ne sais pas si c'était conscient en fait, ça, au tout début. Mais on voit tous les gens qui reviennent des zones de conflit. J'ai eu l'occasion de rencontrer des anciens journalistes qui ont couvert et qui sont pas préparés à ce qu'ils voient, à ce qu'ils rapportent en eux sans même s'en rendre compte. On rapporte pas que des images, on rapporte des odeurs, on rapporte des choses qu'on n'a pas voulu photographier, on rapporte des traumatismes et des cicatrices pour lesquelles on peut rien. Et, et cette idée de témoin, de témoignage, euh, ouais, mais ça serait presque l'objet d'un roman en soi, quoi. Mais parfois, quand on écrit, on a envie d'effleurer, de caresser certaines choses, ou de pouvoir mettre la lumière sur certaines choses qui sont des détails dans le roman, mais qui dans la vraie vie sont des douleurs immenses. Très bien, très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un deuxième extrait. Gilles, c'est à toi. Alors, le deuxième extrait. Ah oui, alors, puisque on parle d'Algérie, euh, alors là, je vais vous lire- je- je vais prendre la guitare si ça vous embête pas. Eh bien, magnifique. Alors, il faudra voir si ça sort bien ou pas. Je m'absente pas longtemps. David, meuble le temps que j'attrape la guitare. Là, là où je peux meubler, c'est que le final de ce roman est magistral. On ne peut pas en parler, bien évidemment, mais c'est extrêmement émouvant, extrêmement tendre. Je vous mets au défi de ne pas verser votre petite larme. Mais je trouve que c'est tellement dur aujourd'hui de faire une bonne fin dans un roman. Je trouve qu'il y a de moins en moins de très bonnes fins. Et là, pour le coup, vous allez en avoir pour vos émotions. Je ne sais pas si, David, tu es d'accord avec moi, mais je trouve que la fin est d'une maîtrise, d'une immense maîtrise. Eh bien, Gilles, c'est à toi. Alors, est-ce que vous entendez la guitare ou pas? Oui. Alors là, pour contextualiser, c'est un moment où donc Gino et Roxane, ils se retrouvent tous les étés, et ils se séparent à chaque fois un an. Et dans les premières versions du texte, euh, ils se voyaient tout petits, et puis chaque été, ils se remanquaient, enfin chaque fin d'été, ils se remanquaient pour un an, et Gino, il s'ennuyait, le temps était long, et voilà. Et donc là, j'avais envie, en 2 pages, enfin en 2, 3 pages, de faire une espèce d'ellipse qui permet de raconter en une fois toutes ces années où ils se manquaient entre les étés. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais je pense dans le Et texte, en ça se... sachant même que la première année, ils n'avaient même pas échangé leur adresse. Donc c'est Exactement, encore pire. exactement. Et le métro suspendu a continué ses essais, et Jacques a continué à rouler son grand corps sur sa petite mobilette. Et les jours ont succédé aux nuits sans prendre garde à qui que ce soit. Et on s'est dit que l'été finissait, que la valise de Roxane se refermerait avec nos joies à l'intérieur. Et qu'on allait se séparer un an. Et qu'une année, c'était quand même plus long qu'un été, et sacrément même. Et que c'était pas juste, vraiment pas juste, et que ça serait bien, que ça serait fichement bien que le général de Gaulle, plutôt qu'aller emmerder les Algériens, ils fassent des étés plus longs comme chez eux. Donc ils échangent leur indépendance contre leur été, qu'on allait se manquer, mais qu'on allait se manquer.
à un point qu'on n'imagine pas. Et quand on allait regarder le plafond et les étoiles et les rues vides et à travers les vitres trempées par la sale pluie d'automne en repensant à Cyrano et à Roxane. Et qu'un jour après l'autre, après l'autre, après l'autre, l'été allait revenir en prenant bien son temps le petit saligo. Il est jamais pressé pour arriver et un jour après l'autre, après l'autre, après l'autre. Un jour après l'autre, on allait finir par se retrouver, qu'on serait encore jeunes, encore des gamins, sans aucun pouvoir sur le temps qui décide pour nous. Et que le calendrier qui est affiché dans la cuisine, à côté du réfrigérateur tout neuf, il est plus fort que tout le monde. T'es bien obligé de tourner les pages une à une. Et si tu veux, tu peux cocher les jours sans mais jamais, oh non, jamais. Mais alors vraiment jamais tu ne peux les décocher. Personne n'est jamais parvenu à décocher une case du calendrier. Il faut attendre, compter les heures, et tu changes de semaine, et tu changes de mois, et tu changes de saison. Et ça prend du temps, et à la fin, après les jours, et les jours, et les jours, et les jours, il y aura l'été, pas le même, un autre évidemment. Rapport au fait qu'on coche sans jamais décocher les cases. Et il y aura peut-être bien un ou deux vieux en moins au village, mais il y aura la fête foraine, et le bal, et la boule à neige sur mon bureau, et ces danseurs qui dansent et qui ne changent pas, et qui se foutent bien du calendrier. Ils ne cochent ni ne décochent les cases, c'est de là, c'est un peu Roxane et moi, enfin, je crois, enfin. J'aimerais bien parce qu'on change, on grandit, on mûrit, mais on reste ensemble, même quand on ne l'est pas, malgré les jours, et les jours, et les jours. Et un été qui s'achève, et elle repartait comme chaque été, elle repartait, les années ont défilé comme ça, on n'avait pas encore le téléphone à la maison. Alors j'allais au café, un café qui s'appelait chez Jean-Georges, pour pouvoir lui téléphoner, me raconter son théâtre. Je lui racontais la conquête spatiale. On s'est retrouvés l'été de nos 15 ans, et puis celui de nos 16 ans. Celui de nos 17 ans a été particulièrement beau. Merci Gilles, superbe. Bravo, Merci. bravo. Alors j'aimerais que tu nous parles peut-être du titre, Les Promesses orphelines. Il y aurait pu avoir peut-être 50 titres possibles, tant une masse de thématiques et de poésie à l'intérieur. Est-ce que c'était le titre initial? Est-ce que vous vous êtes battu avec David? Qu'est-ce qui s'est passé Non, avec ce titre? Pas du tout. euh, il y a eu un autre titre avant, et c'était les... Alors, on n'est pas loin, hein. C'était les planètes orphelines, le premier titre. Les planètes orphelines, parce qu'une planète orpheline, c'est une planète qui quitte son orbite et qui erre comme ça, sans but, qui file à travers l'immensité, à travers l'espace, sans aucun but. Pour moi, ça avait du sens parce que c'était comme ces gens qui ont un projet fou, comme Jean Bertin, par exemple, ou Gino, par moment, qui sont guidés, qui sont maintenus debout par un projet. Et quand ce projet s'arrête, qu'est-ce qui nous maintient en vie, quoi. C'est comme ça, il y a certaines personnes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui voulait pas partir à la retraite parce qu'il me disait, mais quand on part à la retraite, on meurt parce que on n'a plus de raison de se lever, on n'a plus besoin on n'a plus de raison d'être actif, quoi. Et donc, voilà, j'avais ce titre-là et on l'a pas gardé pour différentes raisons. La première raison, c'était une raison assez technique. C'est que David publie, il y a deux parties, bon, vous le connaissez bien ici, donc, mais deux parties dans son catalogue, dont une partie littérature de l'imaginaire, science-fiction. Et on avait peur que dans son catalogue, ça prête un petit peu à confusion et qu'on imagine qu'il s'agisse d'un titre de science-fiction. Ce qui n'est pas grave en soi, mais ce qui peut être déceptif si les gens s'attendent à voir un ouvrage de science-fiction, c'est voilà. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il aurait fallu vraiment que je l'explique. Et on avait prévu de l'expliquer en quatrième de couverture. On avait même commencé à rédiger un texte, une planète orpheline, une planète qui sort de son orbite, et blablabla. Ouais, tout comme Gino. Enfin voilà, on avait trouvé un justificatif. Et, mais j'étais attaché quand même à cette musique planète orpheline, promesse orpheline. Je trouvais que le mot orpheline est un très joli mot. Et beaucoup plus joli à l'oral quand il est mis au féminin. C'est un avis personnel.
Et donc, voilà, je tournais autour de ça. Et quand j'ai eu l'idée de promesses, je me suis dit que c'est vraiment une époque de promesses. Certaines ont été tenues, certaines ne sont pas tenues, mais c'est le cœur du livre. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Les deux auraient été magnifiques, mais très bien vu de votre part sur le champ science-fiction. Tu voulais intervenir, David? Oui, c'est juste un point de détail, c'est que ce qui il m'est arrivé une micro-épiphanie, alors que vous avez peut-être trouvé ridicule, c'est que quand Gilles cherchait sur le titre et me parlait d'un titre, souvent ça impose de s'interroger sur des mots sur lesquels on ne s'est jamais interrogé. Et en fait, je n'avais jamais repéré que dans orpheline, ça sonne un peu comme Orphée. Et comme il y a aussi une dimension orphique dans le récit, c'est-à-dire un personnage qui raconte des histoires et qui se retourne, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce qui nous sauve. Je trouvais que retrouver d'un point de vue sonore Orphée, c'était fantastique. Bon, c'est Gilles qui a tout fait, mais en fait, je m'étais jamais rendu compte que Orpheline, ça résonnait avec Orphée, comme quoi on apprend tous les jours, et voilà. Ça résonne même avec Féline, mais pour le coup, ça a quand même beaucoup moins d'impact. Ah, c'est bien aussi. Il y a une question d'Alicia qui te demande, Gilles, si lors de l'écriture, est-ce que ça t'arrive de jouer le texte, de le relire avec une mélodie pour l'arrangement, la correction du texte? Est-ce que c'est cela ou au contraire c'est l'inverse? Qu'est-ce qui prime en premier? Est-ce que c'est la musicalité ou le texte ou les deux qui coïncident? Euh, non, alors ça m'arrive. J'aurais pas dit- En fait, jamais quand j'écris. Quand j'écris, j'écoute pas de musique. J'essaie d'être indépendant, enfin de ne pas y penser. Après, il y a des passages quand je les. De toute façon, aussi, j'ai toujours une guitare pas loin, donc ça m'arrive, mais de chercher des petites choses. Et donc, voilà, je vais lire un texte et voir comment ça sonne. Ça peut être. C'est vrai. Et donc, je vais écrire, comme ça, c'est Gino arrive à la campagne, il ne connaît personne, il y a seulement Jacques à qui il s'adresse, et Jacques et ses fausses promesses. Donc, voilà, ça, mais c'est plus un petit jeu de moi avec moi et je m'en sers pas tellement. C'est vraiment pour avoir un petit rythme. Mais quand j'écris, pour moi, c'est très important qu'il y ait à aucun moment la nécessité de la musique. Il faut que les gens qui lisent le texte, je ne vais pas demander à mes lecteurs de jouer de la guitare. Je ne vais pas leur dire, ah oui, mais ce passage, avec une guitare, c'est mieux, quoi. Il faut vraiment que ça tienne comme ça. En revanche, vu que moi, je suis très attaché, là, le passage que j'ai lu à la guitare, je l'ai fait sans musique, mais j'ai vraiment, quand je l'ai écrit, c'était sans musique, mais j'ai imposé un rythme d'écriture. C'est un passage. Au début, c'était en vers libre, hein. Dans la première version, c'était en vers libre. Et puis, j'ai décidé de tout remettre dans une espèce de boule un peu compacte, avec très peu de ponctuation, parce que voilà, j'avais envie que ça défile comme ça, que ça s'enchaîne et qu'une phrase finisse avec le début de l'autre. Et, mais voilà, mais parfois ça m'arrive quand il y a des passages qui s'y prêtent. Le temps d'écriture est un temps très long, donc oui, ça m'arrive de regarder les passages et d'essayer deux, trois trucs parce que je sais que je vais les mettre en musique. Voilà, donc ça m'arrive d'essayer en cours d'écriture. Très bien. Alors celui-ci est sorti il y a quelques semaines, mais est-ce que tu travailles déjà sur autre chose? Est-ce que il y a déjà un projet qui gravite dans ta tête? Est-ce que au contraire, tu te laisses le temps de la Oui, production aussi? alors là, c'est vrai que je vais être beaucoup à l'extérieur dans les semaines à venir, dans les mois à venir, mais dès le mois de janvier, j'ai une bande dessinée qui sort, dont j'ai coécrit le scénario avec Cécile Dupuis, et qui sort chez Casterman. Donc ça, c'est le 7 janvier. Et elle est vraiment, enfin, je peux le dire parce que moi, je n'ai fait, j'ai coécrit le scénario, mais le dessin, j'ai absolument rien fait. Enfin, Donc c'est c'est une pas encore histoire écrit, originale. mais c'est une histoire originale. Donc ça, c'est au mois de janvier. Ensuite, je travaille à un texte pour les éditions Rivage dans la collection Éloge.
Là, j'ai pas de date de sortie pour la bonne et simple raison que je suis au tout début de l'écriture. Et donc, ça sera, je sais pas, 2000, je sais pas, j'ai aucune idée de la sortie. Et donc, ça sera voilà, un éloge que je prépare, un éloge de Le Revoir, voilà, que je suis en train d'écrire. Très bien, Et, très et ensuite, prochain roman, Aux Forges, dans la foulée. Enfin, dans la foulée. Je sais déjà, je sais déjà le cœur de l'histoire, le début. Ouais, 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 ouais. Mais j'en dirai pas plus, hein, pardon. bien. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non, de toute façon, C'est trop on tôt. souhaite Mais garder le. voilà, je peux juste dire qu'il y aura des... Non, je vais rien dire. Tiens, bon. Est-ce qu'on peut quand même parler de la BD par contre? Est-ce qu'on peut parler du thème de la BD? Ça sort en Oui, janvier, donc la BD, je peux vous en dire deux mots parce que ça, c'est vraiment demain, hein, c'est le 7 janvier. Donc, c'est l'histoire d'un couple, un couple qui a une passion commune, c'est la musique. Et elle est musicienne, elle est violoncelliste, et lui, il a un peu essayé tous les instruments, mais il s'est rendu que c'est un peu un Gino à sa manière. Il s'est rendu compte que bah, il n'était pas fait pour jouer d'un instrument. Mais ça n'empêche pas d'être très heureux en écoutant de la musique, notamment en écoutant sa compagne jouer de la musique. Et il a un métier qui est un métier très contemporain, il est livreur. Et comme je dis contemporain parce que c'est une grosse différence entre les facteurs et les livreurs. Les facteurs, notamment dans les zones rurales, avaient un vrai rôle social, rencontrer les gens. Aujourd'hui, les livreurs ne voient plus beaucoup de visages. Et donc, il livre, il ne sait pas ce qu'il livre à des gens il ne sait pas à qui. Voilà, en gros, pour faire simple. Et il a l'impression de se perdre, et en se perdant dans ce métier-là, il perd un peu l'estime de soi. Et quand le soir il rentre, que Hélène, qui est le nom de l'héroïne, lui dit, raconte-moi ta journée, il lui dit, ben, je livre. Et après, ben, je livre. Et il perd complètement confiance en lui, il n'ose plus trop parler. Elle finit par partir. Et il continue son métier. Et un jour, alors qu'il s'apprête à livrer son dernier colis, son camion tombe en panne. Et il regarde l'adresse du dernier colis et c'est le nom de son amoureuse dans une ville qu'il ne connaît pas, une ville qui n'existe pas, mais il va suivre des rails à côté de l'endroit où il est tombé en panne. Et au bout de ces rails, il arrive dans cette ville qui n'existe pas et où il est accueilli en héros. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. c'est déjà très bien. Merci Gilles. Eh bien, pour conclure, on pourrait dire que quand on referme ce roman, on garde sur les doigts la sensation d'avoir touché quelque chose d'à la fois fragile et à la fois résistant, une pièce d'horlogerie rouillée, une lettre qu'on n'a jamais envoyée, ou une main tendue vers la lune. Le roman ne fait pas que raconter, il met aussi en scène des croyances collectives et intimes, et il oblige le lecteur à vérifier ses propres engagements. À qui ai-je promis quoi et qui garde mes serments quand je suis absent? Là où Gino voyait des routes vers demain, il découvre des manques qui obligent à inventer d'autres chemins. Là où le progrès promettait la certitude, il reste des échos, des voix orphelines qui continuent de chercher une adresse. Gilles Marchand compose une poésie du quotidien sans renoncer à la rigueur du récit, car il raconte la modernité en montrant ses blessures, et il chante l'enthousiasme en nommant la perte. Croire n'est pas naïveté, mais acte. Promettre n'est pas futilité, mais responsabilité. Et si des promesses restent orphelines, elles peuvent aussi devenir patrimoine. Merci Gilles d'avoir installé ce chantier littéraire où l'on travaille à la réparation des serments. Alors au lecteur, je demande seulement ceci, lisez lentement, lisez à voix haute parfois, prêtez une main pour tenir ce qui vacille, et si en quittant le livre il vous reste une image, un nom, un personnage, une petite phrase, conservez-les comme on conserve une lampe de poche. Ils vous serviront la nuit pour retrouver le chemin des promesses à réanimer. Merci à tous les deux, Gilles et David. Merci infiniment. Merci à toi, On merci remonte beaucoup. Merci à vous tous. les promesses orphelines aux forges de Vulcain et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et donc pour la BD aussi à venir. Merci à tous les deux Merci beaucoup. et merci pour le passage en musique. Magnifique. Au revoir tout le monde. Au revoir.